Bonsoir à tous, bienvenue et merci de votre fidélité au club L'Hémicycle. Bon, dans des conditions un peu spéciales, mais l'invité est là, c'est Marine Le Pen. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez en direct depuis la chaîne YouTube de L'Hémicycle. Marine Le Pen, soyez la bienvenue. Merci. Nous accueillons des chefs d'entreprise, des leaders politiques, des ministres, quelle que soit, j'allais dire, leur religion, leur courant politique. Évidemment, il y a un contexte très particulier autour de vous, Marine Le Pen, on va en reparler. Vous serez interrogé par David Revaud-Dallon, qui est le rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle, et si vous le voulez bien, par moi-même. Alors je dis contexte politique particulier, parce que, évidemment, vous avez été condamné par la justice sur la fameuse affaire des assistants européens. Il y a eu cette exécution provisoire sur laquelle vous êtes beaucoup revenu, et peut-être vous nous expliquerez comment vous comptez assurer votre défense, puisque normalement, en juillet 2026, vous aurez cet appel, qui a été avancé d'ailleurs, hein, parfois la justice est un peu encombrée, et là, le ministre de la Justice a dit c'est peut-être important de traiter un peu différemment le cas de Marine Le Pen. Alors je rappelle que vous êtes la présidente du premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, que vous êtes crédité dans le meilleur des cas, quels que soient les scénarios, de 37% au premier tour. J'ai vu ce sondage IFOP, je crois. Alors, Édouard Philippe, tout le monde est testé. Mais moi, je voulais vous poser une question, avant d'avoir ces questions politiques avec David Revaud-Dallon, très personnelle, très humaine. Moi, je me dis, mais bon, vous êtes une femme politique, vous incarnez un courant politique, de droite nationale, d'extrême droite. Bon. Mais comment on fait, pardonnez-moi, pour supporter l'impact que ça représente au quotidien? Alors, vous choisissez de faire de la politique, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'oublie jamais, je vais vous le dire, que ce soit un leader de gauche ou un leader de droite nationale, j'oublie jamais que derrière un homme politique ou une femme politique, il y a un homme, il y a une femme avec ses aspirations, ses enfants, ses chats. Voilà. Comment est-ce que vous vivez en ce moment tout ça? Vous imaginez bien que quand vous consacrez l'intégralité de votre vie à un combat pour les idées, que pour cela vous faites énormément de sacrifices. Et qu'au moment où vous pouvez potentiellement arriver à une élection, où vous pouvez appliquer vos idées, on vous dit non, pour finir, à titre provisoire, je vais vous empêcher d'y aller. C'est évidemment difficile à vivre. Et en même temps, je ne me suis jamais battu pour moi-même. Ou alors, je peux vous dire que j'aurais fait autre chose s'il s'agissait d'assumer un confort de vie ou une tranquillité d'esprit, une sérénité, j'aurais pas fait ça. Et donc, c'est ce qui me pousse à continuer à me battre. C'est-à-dire que si je me battais pour moi-même, objectivement, très certainement, je serais un peu effondré, mais je me bats pour la France, je me bats pour les Français, et donc je ne peux pas imaginer qu'en réalité, il ne puisse pas être entendu par des magistrats sur le fond de cette affaire. Je passe tout de suite pour les questions politiques la parole à David, mais pardonnez-moi, là vous répondez en femme politique. Je vous ai posé une question qui s'adresse à la femme. Comment au quotidien, avec ses enfants, avec son entourage, on laisse entrevoir qu'on est touché, qu'on n'est pas touché, qu'on est insensible à ce qui vous arrive. J'avais interviewé un jour, il y a longtemps, Pierre Messmer. Vous vous souvenez de Pierre Messmer, grand homme de droite, ancien Premier ministre. Et je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on fait pour résister? Il m'a dit, vous savez, moi, ça fait 50 ans que je fais de la politique, et en fait, on se fait 1 centimètre de blindage par rang. C'est ça. Est-ce que vous êtes totalement blindé, inatteignable, ou alors est-ce que vous impactez? Mais non, c'est la question que je vous pose. Bien sûr que non, personne n'est inatteignable. Voilà, personne n'est inatteignable. Surtout, encore une fois, quand... moi, la violence que j'ai ressentie, c'est la violence politique de la décision, mais c'est aussi c'est la violence personnelle de l'incrimination, dont personne ne parle. L'incrimination, elle est extrêmement infamante pour moi. Je veux dire, moi, je suis une femme honnête, et donc le fait d'être condamnée, même en première instance, pour détournement de fonds publics, ce qui, dans l'esprit des gens, consiste à aller prendre de l'argent public pour aller le mettre dans sa poche.
On voit bien que ce n'est pas du tout, évidemment... Il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est ça que vous voulez dire. Non, mais ce n'est pas du tout la nature de cette affaire. Mais il n'en demeure pas moins que cette incrimination, elle me blesse, elle blesse mon honneur. Enfin, je veux dire... donc, c'est pas facile à vivre, non, c'est pas facile. Voilà, David. pas facile. Pour commencer, je vais citer nos confrères du Figaro qui, ce matin, titraient, je les cite, « Optimisme ou déni, point d'interrogation, pourquoi Marine Le Pen veut encore y croire ?» Je vous pose la question, Madame Le Pen, optimisme ou déni? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans le déni? Déni de quoi? Déni de la difficulté qu'il va y avoir à se présenter, sachant que, comme le disait Éric, c'est vrai qu'on a la décision d'appel dans un an, mais on peut quand même préjuger que ça va être aussi difficile pour vous. Monsieur Revedalon, je ne suis jamais dans le déni. Voilà, que les choses soient très claires. Et permettez-moi, enfin, accordez-moi que le combat que je mène, je ne le mène pas par déni. Parce que sinon, je n'aurais pas besoin de courage. Donc, admettez au moins que je suis, comment dire, perçue comme une femme courageuse. Et c'est normal parce que je crois que je le suis. Il y a de grandes difficultés. Je ne nie pas cette difficulté. Nous l'avons dit dès le départ, le chemin est étroit. Mais moi, je crois qu'il y a un chemin. Et en tout cas, je ferai absolument tout pour que les Français puissent choisir leur candidat. C'est la vision profonde que j'ai de la démocratie. Moi, que des magistrats de première instance, faisant fi d'un recours effectif, puissent décider que des millions de Français, potentiellement 37% de Français, ne pourraient pas voter demain pour la candidate de leur choix, m'apparaît tellement fou dans une démocratie comme la France que voilà, je vais mener le combat sur les recours qui sont possibles. Et puis après tout, il y aura un appel. Marine Le Pen, deux petites questions. Pardonnez-moi, David. La première, est-ce que vous estimez que si vous étiez dans l'impossibilité de vous présenter, je ne parle pas du cas de Jordan Bardella, mais que d'une certaine manière, cette élection présidentielle serait entachée, comment dirais-je, d'une forme de non-légitimité, puisqu'on dit que vous représentez entre 34 et 37%. Et puis deuxième question, j'avais vu que le Conseil constitutionnel, lors d'une réponse à un élu mahorais de Mayotte, sur le même souci que vous, enfin sur d'autres histoires, avait eu la même exécution provisoire, et le Conseil constitutionnel avait répondu « il faut l'exécution provisoire, mais avec proportionnalité ». Est-ce que vous seriez sur le point de solliciter le Conseil constitutionnel? Alors, à votre première question, oui, bien sûr, qu'une présidentielle où je serais empêché de participer serait atteinte dans sa légitimité. Mais c'est d'ailleurs pas seulement mon inquiétude, c'est en réalité même l'inquiétude de mes adversaires politiques. Parce que mes adversaires politiques se disent, mais si on gagnait cette élection présidentielle, quelle légitimité nous aurions si Marine Le Pen avait été empêchée de se présenter. Donc ça, c'est une certitude. Sur votre deuxième question, oui, bien sûr qu'il y a une problématique de proportionnalité que le Conseil constitutionnel a exprimée dans sa réserve d'interprétation quelques jours avant le jugement. Et je vais bien entendu saisir le Conseil constitutionnel, car il est évident dans mon esprit, et peut-être dans l'esprit du Conseil constitutionnel dans sa réserve d'interprétation, qu'il y a un problème de confrontation dans cette inéligibilité avec exécution provisoire de manière générale, avec la liberté des électeurs. Voilà. C'est cela que dit le Conseil constitutionnel. Vous avez formulé, pardonnez-moi, la question que vous allez proposer au Conseil constitutionnel. Non, mais ce n'est pas une question, c'est une saisine qui est assez longue et assez fournie. Nous sommes en train de la rédiger, mais je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui doit donner son avis. C'est un sujet trop important pour qu'on puisse se passer de son avis. C'est-à-dire, imaginez que demain, un magistrat, quel que soit le magistrat, en première instance, décide de condamner à une inéligibilité avec exécution provisoire un futur maire, un futur député, un futur sénateur. Enfin, ça voudrait dire que l'électeur devrait passer au deuxième rang en attendant de savoir pour qui potentiellement un juge accepte de le faire voter. Ça pose un problème fondamental. Alors, une question pour la femme politique, mais aussi pour l'avocate de formation, puisque si on s'en réfère au jugement, l'un des éléments qui motive justement cette décision d'exécution provisoire, c'est, je résume, mais en substance, c'est bien l'argument du tribunal, l'absence de reconnaissance des faits et la contestation de la compétence des juges français. Est-ce que ce n'était pas une erreur stratégique de défense? Est-ce que vous allez en changer
pour le procès en appel de l'été prochain. Non mais rien ne vous choque dans cette justification? Enfin, rien ne vous choque dans la justification de dire ils se défendent et donc je vais mettre l'exécution provisoire parce qu'ils n'ont pas admis qu'ils étaient coupables. Enfin, je trouve que c'est terriblement choquant. Est-ce que les droits de la défense, c'est le droit de se défendre, oui ou non? Bon, on a utilisé nos droits de la défense, c'est-à-dire qu'on a le droit de se défendre. Nous nous sommes défendus. Le tribunal évoque le fait que nous ayons mis en cause la compétence du tribunal, mais alors que ceux qui nous écoutent ne se trompent pas. Ce n'est pas la compétence au sens où ils l'entendent. Ce n'est pas la capacité qu'auraient les juges à donner une argumentation. C'est le problème que nous avons soulevé de la séparation des pouvoirs, voilà, qui est un sujet important. C'est-à-dire que est-ce qu'un magistrat de l'ordre judiciaire peut décider, déterminer de la manière dont un député doit faire travailler son assistant parlementaire? Qu'est-ce qu'il doit lui faire faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas lui faire faire? C'est un problème parce qu'il y a une séparation dans notre pays entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et si le juge peut ainsi influer sur le travail du député, ça pose des questions juridiques. Voilà, c'est en cela que nous avons effectivement soumis cette difficulté aux magistrats. Donc, je pense que cette argumentation en soi est choquante. D'ailleurs, beaucoup d'avocats ont émis des critiques très lourdes. Et donc, vous conservez la même stratégie de défense? Non, mais attendez, sur cette argumentation, pour une raison simple, c'est qu'il s'agit de criminaliser en réalité la défense. Voilà. Si vous vous défendez, alors vous serez condamné 2 fois plus. L'argumentation consistant à dire il n'y a pas eu de reconnaissance et donc ça veut dire qu'ils vont récidiver ne tient évidemment pas la route. C'est l'un des arguments. Oui, la récidive et le trouble à l'ordre public. Non, démocratique. Démocratique. C'est un concept que personne ne connaît. Personne ne sait ce que c'est. Et alors, dans les 152 pages, j'ai lu quelque chose, enfin, je pense que David l'a lu aussi, ça explique peut-être pourquoi le MoDem a été condamné de manière plus souple, avec des peines avec sursis. C'est quand on vous reproche d'être eurosceptique, en fait. Oui, également. Alors que le MoDem est plus fédéraliste. Oui, c'est-à-dire que le tribunal... Non, mais ça, c'est un argument politique pour vous. Non, mais le tribunal, évidemment, utilise des arguments politiques. D'abord, le fait de citer, encore une fois, au soutien de l'exécution provisoire, la présidentielle. C'est étonnant tout de même, parce qu'il y a des élections avant la présidentielle. Ce sont les élections municipales. J'aurais pu d'ailleurs être candidate aux municipales. Pourquoi viser l'élection présidentielle? Si ce n'est pour admettre que l'objectif de l'exécution provisoire, c'est de m'empêcher d'être candidate à l'élection présidentielle. Vous avez été condamné sur un système qui a été mis en place, quoi. Non, pardon, mais deuxième élément, le tribunal dit l'atteinte aux intérêts de l'Union est d'autant plus grave que, avec cynisme, dit-il, mais sans manquer de détermination, quelque chose comme ça, le mouvement politique est opposé aux institutions de l'Union européenne. Donc effectivement, le fait que nous soyons eurosceptiques aggrave notre cas. Bon, ça, si ça n'est pas une considération politique, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il est sûr que ça met en cause l'impartialité du tribunal dans ce jugement. Alors, Éric le disait, la Cour d'appel annonce un procès en appel avec décision à l'été 2026. Double question, vous avez parlé de bonnes nouvelles. Est-ce que c'est la pression politique que vous avez exercée qui a payé sur la justice? Et deux, sachant que très souvent, en deuxième instance, les peines de première instance sont confirmées, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop optimiste sur l'issue de cette procédure? Mais vous me suggérez quoi alors, du coup, de me suicider avant d'être assassiné, c'est ça? Non, je n'entends pas le faire. Donc je me battrai jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, je pense que l'ensemble des arguments que nous avons soulevés devant le tribunal ont été balayés d'un revers de la main. Ils méritent, je crois, qu'une juridiction s'y penche sérieusement, et je le souhaite, je l'espère, de manière impartiale. Voilà. Et sur la pression politique sur la Mais justice? je ne sais absolument pas, moi, pourquoi cette date a été retenue. Ce que je sais, c'est que le fait qu'il y ait une exécution provisoire, il n'est pas extraordinaire, en réalité, que la Cour d'appel se réunisse relativement rapidement. Je rappelle qu'en matière pénale, lorsqu'il y a un emprisonnement de manière provisoire, quand il y a vraiment un risque très fort de récidive pour le coup, eh bien, la Cour d'appel doit se prononcer dans les 4 mois. Voilà. Donc, 1 an, 12 mois, 13 mois, c'est déjà très long, et très long dans la situation que nous vivons, car après tout, on parle de la présidentielle. Mais si demain, il y a une législative anticipée,
eh bien je ne peux plus me présenter comme député. Ça veut dire qu'en réalité, mon sort politique est entre les mains de mon adversaire politique, Emmanuel Macron, qui demain peut se dire « Ah bah tiens, je vais peut-être dissoudre là, parce que comme ça, je pourrai évacuer Marine Le Pen. » Enfin, vous pouvez aussi refuser la confiance au gouvernement Bayrou et le censurer quand vous voulez. Non mais d'accord, mais la censure n'entraîne pas la dissolution. Non, c'est... Ah bah, oui, non enfin, mais pardon. C'est pas loin, c'est pas loin. Non, la dissolution n'est qu'entre les mains du président de la République. Il est mon adversaire Marine politique Le Pen, à la prochaine présidentielle. Au début, on a entendu des voix au Rassemblement national qui s'en prenaient à la justice, qui disaient c'est une justice de gauche. Est-ce que vous faites un lien entre la façon dont Fillon a été rapidement dégommé dans une présidentielle précédente, la façon dont Sarkozy, l'ancien président de la République, est condamné à 7 ans d'emprisonnement, on dit sur un faisceau réquisitoire de faisceau de présomption, faisceau d'indices, et ce qui vous arrive à vous, c'est-à-dire que la justice en voudrait plus à la droite ou à la droite nationale qu'à la gauche. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête d'être naïf. Voilà, il faut arrêter d'être naïf. Tous les magistrats ne sont pas politisés. Il y en a qui le sont. Quand un syndicat, comme le syndicat de la magistrature, après les européennes, en appelle à tous les magistrats, à tous les magistrates et à tout le personnel judiciaire pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, si ça n'est pas objectivement un appel politique, je ne sais pas ce que c'est. Or, à Paris, par exemple, 30% des magistrats qui votent pour le syndicat de la magistrature. Moi, je voudrais que vous vous mettiez à la place des gens du Rassemblement national qui arrivent devant un tribunal. Ben, ils ont peur. Ils se disent, mais j'espère qu'ils ne sont pas du syndicat de la magistrature, parce que sinon, je ne vais peut-être pas être jugé comme les autres. S'ils arrivent devant un tribunal, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher ou qu'on leur reproche quelque chose, quand même. Non, mais pardon, vous pouvez arriver devant un tribunal parce que vous divorcez, vous pouvez arriver devant un tribunal parce que vous avez un problème avec votre entreprise. J'espère que les juges ne prennent pas en considération le fait que vous êtes adhérent au RN si vous divorcez, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la justice ne doit pas seulement être impartiale. Elle doit aussi avoir l'apparence de l'impartialité. Comprenez, quand un justiciable arrive devant un tribunal et peut légitimement craindre que ses options politiques puissent être prises en considération dans un sens ou dans un autre, il y a fondamentalement un problème. Donald Trump, le président américain, a appelé jeudi à libérer, je cite, Marine Le Pen. Comment vous avez reçu ce soutien ? Mais vous savez, je vois bien que les journalistes de gauche appuient beaucoup sur le trio Orban, Trump et je ne sais qui d'autre. Mais en réalité, cette décision a atterré le monde entier. Le monde entier est atterré. Le monde entier se dit, mais que se passe-t-il en France ? La République française, patrie des droits de l'homme, de la démocratie, qui va empêcher la favorite de la présidentielle sans qu'elle puisse effectuer un recours sur cette décision, de se présenter à l'élection présidentielle. Énormément de médias étrangers ont été atterrés. Je l'ai dit, même The Economist, qui est pourtant, moins qu'on puisse dire, plutôt on parlera du problème économique tout à l'heure. Un journal mainstream. Bon. Donc, voilà, c'est un sujet de très grand étonnement que l'on puisse en arriver à une situation telle que celle-là. Est-ce qu'un leader politique de premier plan, condamné par la justice, peut se présenter à une élection aussi importante que l'élection présidentielle, qui est l'élection reine? Est-ce que, pour l'instant, vous êtes condamné, Marine Le Pen? Numéro 1, monsieur. Non, pour l'instant, je suis présumée innocente. Oui. Non, pas oui. Mais voilà. Mais c'est comme ça qu'on abandonne les valeurs et les principes. La vie privée, oui, bon. Ben non, je vous ai interrogé là-dessus au début. La présomption d'innocence, oui. Non. Vous êtes en première instance. Oui, vous avez raison, j'ai commis une erreur. Mais est-ce que éthiquement, ça sert la politique ou pas dans ces conditions, Madame Le Pen? Monsieur Rebel, qui est souverain en France? Le peuple. D'accord, ben voilà, la réponse est là. Qui est souverain en France? Le peuple. C'est à lui de décider. Et si d'autres peuvent décider à sa place, alors nous ne sommes plus dans la Ve République du général de Gaulle. Vous avez un petit côté mitterrandien. Mitterrand disait « Les juges ont tué la monarchie, ils tueront la République ». Un mot sur le peuple. C'est son avis. Un mot sur le peuple, justement, Madame Le Pen, sur le rassemblement de soutien organisé par le RN Place Vauban. 7000 personnes selon la police, 10 000 selon les organisateurs. Alors, c'est vrai que les deux autres rassemblements, celui de la gauche et celui du mouvement macroniste, n'ont pas non plus déplacé les foules, mais vous non plus, vous n'avez pas attiré un soutien massif et démesuré. Mais, Monsieur Revaudalon, nous aurions fait ce meeting dans une salle, ce que nous devrions faire. Comme Monsieur Attal, vous voulez dire? Mais on n'a pas trouvé de salle au dernier moment, parce que je vous rappelle qu'on a eu 3 jours pour organiser
ce meeting. Puis parfois, c'est dur de trouver des locaux pour vous écrit, interviewer. Vous auriez tous écrit, la salle débordait, on ne savait plus où mettre les gens. Bon. La preuve que non, c'est que le rassemblement de Gabriel Attal n'a pas non plus fait une grande influence. Oui, mais l'exercice en plein air est un exercice, évidemment, qui rend les choses plus compliquées. Moi, je trouve que c'est extraordinaire de réunir 10 000 personnes en 3 jours, hors élection. Mais qui est capable de faire ça en réalité? Personne n'est capable de faire ça. Donc moi, je trouve que c'est un très grand succès, au contraire, sachant que beaucoup de nos électeurs, et vous le savez, beaucoup de nos cadres également, sont en province. Et ne sont pas à Paris. Non, je pense que c'était une très belle réunion, où des choses d'ailleurs importantes ont pu se dire. On citait Gabriel Attal, justement, qui a organisé un rassemblement au même moment. Il a essayé d'installer un match avec Jordan Bardella et il a déclaré « Tu voles, tu payes ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, je crois que Sébastien Chenu lui a très bien répondu. Tu ruines, tu dégages. Voilà, enfin, je veux dire, venir encore une fois avec un argument d'une telle faiblesse, d'une telle bassesse, n'est pas digne d'un ancien Premier ministre, pas plus que n'est digne d'un ancien Premier ministre la violation de la présomption d'innocence. Car je le rappelle à ceux qui nous écoutent, quand on fait appel d'un jugement pénal, ce jugement disparaît. Et on arrive devant la cour d'appel et c'est un nouveau procès qui s'ouvre. Et pendant la durée, entre le premier et le deuxième, on est présumé innocent. Alors, je n'entends pas abandonner ce principe qui est un des principes fondateurs de l'état de droit. Un autre Premier ministre qui s'est exprimé, c'est l'actuel, François Bayrou. Il se dit troublé, je le cite, après le jugement du tribunal correctionnel. Ça a fait beaucoup de bruit. On a l'impression qu'il cherche toujours à s'attirer votre bienveillance. Est-ce que vous avez été touché par cette marque d'attention? Vous allez loin. Je ne suis pas sûr qu'il cherche à s'attirer ma bienveillance, mais je pense qu'il connaît très bien le sujet. François Bayrou, puisqu'il a été relaxé dans le cadre d'un procès où le MoDem a été condamné, ainsi qu'un certain nombre de députés européens du MoDem, il y a quelques mois. Le parquet a fait appel dans cette... Voilà, donc il connaît très bien ce sujet-là. Et d'ailleurs, avant qu'il soit Premier ministre, il avait développé, sur le plan juridique, une contestation de l'utilisation de cette incrimination de détournement de fonds publics, qui, à mon avis d'ailleurs, est une analyse extrêmement sérieuse. Pour prolonger juste la question de David Rouvelone, si, on peut penser qu'il cherche votre bienveillance, parce qu'on sait l'importance du groupe Rassemblement National, je le rappelais, qui est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Donc François Bayrou, qui est quand même un homme politique madré, il sait qu'il doit sa survie politique au vote ou pas d'une motion soutenue par le RN. C'est vous qui allez faire la pluie et le beau temps à l'Assemblée nationale. Donc quand vous allez appuyer sur le bouton, c'est peut-être pour ça qu'il vous ménage. Ou alors qu'il est sincèrement troublé. Non mais monsieur Revel, je ne pense pas que monsieur Bayrou pense cela, et s'il le pense, il se trompe. Parce que ça n'est pas des considérations personnelles qui me font décider d'une censure ou d'une non-censure. Ce qui me fait décider de cela, c'est l'intérêt des Français ou le danger que peut faire peser une décision politique ou un projet de loi sur leur avenir. C'est la raison pour laquelle j'ai exprimé de la manière la plus claire qui soit que sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, que M. Bayrou devait normalement signer sur un coin de table par décret. Il n'était pas envisageable que nous ne puissions en débattre et la voter devant le Parlement. Et parce qu'il en va des 10 prochaines années, il en va de l'avenir de nos entreprises, il en va de l'avenir des Français au travers de leurs factures énergétiques, il en va de nos souverainetés énergétiques. C'est-à-dire que les choix qui sont faits dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, que je considère au moment où on se parle dramatique, ne peuvent pas rester en l'état. Voilà un sujet où je pourrais éventuellement, effectivement, voter une censure si les choses restaient en l'état, parce que je pense que c'est profondément toxique, néfaste pour les Français. Et justement, le Premier ministre, il vient d'annoncer un débat dans les prochaines semaines, je le cite, sur l'énergie, sur lequel vous menaciez de censurer. Ça veut dire que si ce débat a vraiment lieu, la motion de censure du RN s'éloigne? Pardon, monsieur Revedin, l'Assemblée nationale n'est pas un salon de thé. D'accord? Donc l'objectif n'est pas de discuter. Ah ben on va vous faire discuter. Allez, discutez. Non. L'Assemblée nationale, on y vote la loi. Donc moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas eu un débat avec un vote. On me dit qu'il y aura un débat, puis que nous pourrons analyser,
débattre et voter sur une loi sur l'énergie. Ce que je ne veux pas, c'est qu'entre-temps, ils puissent signer ce décret. Ça veut dire que, pour rebondir sur la question de tout à l'heure d'Éric, même si vous êtes dans une situation actuellement d'inéligibilité, vous pourriez appuyer sur ce bouton, sur l'énergie ou sur tout autre sujet, sachant qu'une chute, une troisième chute d'un Premier ministre en un an pourrait inciter, je dis bien pourrait inciter le président à dissoudre et que vous ne pourriez pas vous représenter. Oui. Oui, bien sûr. Votre situation n'influe en rien sur mais ma cette situation, décision. mais non, mais ma situation n'influe en rien du tout. Et je me déshonorerais à ce que ma situation influe là-dessus. Ce serait déshonorant pour moi. Donc, bien entendu, si je risque ma place de député, je risquerai ma place de député. Mais laisser passer une programmation pluriannuelle qui va augmenter de 100% les factures des consommateurs et qui va augmenter de 30% les factures énergétiques pour les entreprises, il n'en est pas question. Voilà. Donc, en fait, juste question concrète. Après, on va parler un peu d'économie, si vous permettez, Mme Le Pen. Si je faisais un petit QCM, là, A, B et C, motion de censure vue par la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, vous êtes sur le point, moyennement sur le point, ou très loin sur le point d'appuyer sur le bouton pour voter la censure au gouvernement de François Bayrou. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si un peu quand même. La question les intérêts des Français, vous les avez soulignés, sont menacés sur la question de l'énergie. Est-ce que vous êtes capable de voter la censure demain? Oui. Et je le ferai s'il n'est pas tenu compte, encore une fois, des difficultés que nous soulevons, et notamment sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, parce que, encore une fois, les conséquences de celle-ci seraient dramatiques pour notre pays. Dernière question politique avant de passer à l'économie. Laurent Wauquiez a proposé d'envoyer, je cite, les étrangers dangereux sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français, à Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire d'outre-mer. Est-ce qu'il a suscité une indignation quasi générale? Vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition, je crois, c'est ce que vous avez indiqué. Non, mais je la trouve juste grotesque, en fait. Ça ne mérite même pas l'indignation, c'est juste grotesque. En revanche, ce qui, évidemment, indigne, c'est que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont rien fait pour qu'on leur envoie l'ensemble des OQTF dangereux que le gouvernement français, dont M. Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, fait partie du même mouvement que M. Wauquiez, est incapable de renvoyer dans leur pays. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, vous vous rendez compte de l'aveu de faiblesse? C'est-à-dire que, comme les OQTF, on ne peut pas les renvoyer dans leur pays, tiens, on va aller les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 5000 habitants et donc parce qu'il fait froid, pas assez d'électeurs aux yeux de M. Wauquiez pour que ça ait une conséquence sur son avenir. Non, enfin, franchement, c'est... Vous citez Bruno Retailleau, pardon. Il est devenu une des figures un peu fortes de la droite dans l'opinion ces derniers mois. Et on le présente souvent comme celui qui peut ramener vers les Républicains des électeurs du Rassemblement national. Il a présenté aujourd'hui son bilan Place Beauvau, ses 6 premiers mois. Comment vous jugez son action, ses résultats? Cette droite, elle est en permanence à la recherche de l'homme providentiel. Hein. Je les appelle les « et si c'était lui ». Voilà. C'est toujours « et si c'est tous les 6 mois », c'est « et si c'était lui ». M. Darmanin, et si c'était lui, M. Retailleau, et si c'était lui, hier c'était M. Fillon, et puis M. Bellamy, et puis etc. Bon. Le bilan, il est mauvais. Depuis 2 ans, il est mauvais. On est obligé de le constater, puisque, notamment, puisqu'on parle de l'Algérie, c'est dans l'actualité, les visas accordés aux Algériens ont été multipliés par 2 en 2 ans. Donc, si on pense que ça, c'est un bon bilan, ça n'est pas un bon bilan. Deuxièmement, les OQTF qui devaient être envoyés ne sont pas renvoyés. Le bras de fer qui devait être mené avec l'Algérie a été arrêté net, sans aucune contrepartie d'ailleurs, par M. Macron avec l'aide de M. Barrot. Sans que Boualem Sansal soit libéré. Sans que Boualem Sansal soit libéré, mais même si demain Boualem Sansal est libéré, ça veut dire qu'on aurait obtenu la libération de Boualem Sansal en contrepartie de l'abandon total du respect des lois françaises, des lois internationales. Ça veut dire que Boualem Sansal, comme je l'ai dit dès le départ, est en réalité un otage. Alors, on va parler un peu de géopolitique, puisque d'abord du sujet de l'Algérie.
Bon, imaginons, vous êtes président de la République. Quel type de relation vous instaurez avec l'Algérie? Vous rompez les accords de 1968 au risque de voir les accords d'Évian s'appliquer, c'est-à-dire la libre circulation totale entre l'Algérie et la France. Quelles sont vos premières décisions? Non, mais ça c'est pour faire peur aux Français, ça. Non, il faut supprimer la Convention de 68, d'abord parce qu'elle ne se justifie absolument plus, déjà numéro 1. Et numéro 2, parce qu'elle permet quasiment déjà une libre circulation des Algériens en France. Et puis, il faut faire comprendre à l'Algérie que si elle ne respecte pas le droit international, c'est-à-dire l'obligation pour elle de reprendre ses nationaux lorsqu'ils n'ont pas l'autorisation de rester sur notre sol, eh bien, nous allons mettre en œuvre des mesures de rétorsion. Ces mesures de rétorsion, elles peuvent passer par toute une série de mesures, par la limitation drastique des transferts d'argent de la France vers l'Algérie. Ça, c'est les mesures que vous prendriez? Bien sûr. Oui. La suppression des visas, y compris des visas des dirigeants. Et puis après tout, ça peut aller, encore une fois, même un peu plus loin, une réflexion sur les biens les comptes bancaires, les biens en France que détient la junte militaire algérienne. La France, notre pays, a tout un panel en réalité de mesures qu'elle peut utiliser, mais ce qui manque, ce n'est pas le panel, ce qui manque, c'est la volonté politique. Or, on voit bien que la volonté politique d'Emmanuel Macron, depuis d'ailleurs son arrivée, depuis même avant sa première élection, est d'avoir des relations d'une affection, d'une chaleur avec les dirigeants algériens qui sont incompréhensibles au regard de la manière dont ils se tiennent. Il y a l'affaire Boualem Sansal, qui n'est pas anodine. Qui n'est pas anodine. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron serait... Mais je n'en sais rien, M. Revel, ça me plonge dans un abîme de perplexité. Il a quand même reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui a ulcéré l'Algérie et conduit au durcissement des relations diplomatiques ces derniers mois. Oui, mais le durcissement des relations diplomatiques n'a pas servi à ce qu'on utilise le panel de mesures pour obliger l'Algérie à reprendre ses OQTF. Gérald Darmanin avait essayé sur les visas de tarir le robinet, moyennant le retour des laissez-passer consulaires qui nous permettaient de renvoyer les OQTF, et ça n'avait pas fonctionné à l'époque. Ça n'avait pas fonctionné parce que l'homéopathie, certains n'y croient pas, voyez-vous. Madame Le Pen, le président de la République a annoncé qu'il verrait bien la création d'un État palestinien. Il y aura une conférence, je crois, en Arabie Saoudite au mois de juin. Quelle est votre position sur la création, aux côtés d'Israël, d'un État palestinien? Quel type d'autorité? À qui on s'adresse? Pour faire quoi? Écoutez, la France est un très grand pays. Reconnaître l'État palestinien aujourd'hui, c'est exprimer très clairement un positionnement de défiance à l'égard d'Israël. Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait 2 États, donc j'ai aucune difficulté. Je l'ai encore rappelé à la tribune de l'Assemblée nationale il y a peu de temps. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est le faire maintenant, en réalité, reconnaître un État palestinien. D'abord parce que cet État a des frontières pour le moins non fixées. Deuxièmement, parce qu'il n'y a aucune administration, parce qu'il n'y a absolument aucune démocratie digne de ce nom, mais surtout parce qu'il est entre les mains d'un groupement terroriste. 2 États, oui, mais pas Israël d'un côté, une démocratie, et de l'autre, un État terroriste. Ça n'est pas possible, en l'état de la prise en main de la Palestine par le Hamas, il n'est pas possible de reconnaître aujourd'hui un État palestinien. C'est valider le Hamas, c'est lui donner crédit, c'est l'installer en réalité comme un interlocuteur qui est un interlocuteur valable. Donc le président de la République fait ça pour occuper le terrain des relations étrangères, puisqu'il n'a plus la main, on le sait, sur les affaires internes. Oui, disons qu'il essaye très certainement d'exister, parce que ça lui prend énormément de temps dans la semaine d'exister. Donc j'ai l'impression que sa devise, c'est ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Mais en l'occurrence, en reconnaissant l'État palestinien aujourd'hui, il n'est pas l'organisateur, il n'est qu'un suiveur, car beaucoup de pays dans le monde l'ont déjà fait, mais il le fait à un moment, après le 7 octobre, il le fait à un moment où jamais, précisément, il n'aurait dû le faire. Ça veut dire qu'il faut attendre que le Hamas soit éliminé, ne soit plus aux commandes dans la bande de Gaza pour reconnaître l'État palestinien? Oui, je crois. Je crois que c'est un travail de long terme. Mais ce qui est sûr, c'est que la présence de la prise en main, encore une fois, de la Palestine par le Hamas rend cette reconnaissance, à mes yeux en tout cas,
impossible. Marine Le Pen, un peu d'économie pour finir, et sur la situation économique internationale, et puis aussi sur le programme que porte le RN en économie. Vous avez sans doute vu comme nous que parfois on se couche le soir et on se réveille le matin et Trump a changé. Trump a changé, on nous change Trump. Il a donc annoncé, le président américain, la mise en retrait des fameux taxes à l'importation qu'il voulait donner à chacun de ses partenaires en disant je me donne 3 mois, pour l'instant je lève toutes mes taxes. Comment est-ce que vous qualifieriez la façon dont le président américain gère ses relations globalement avec ses partenaires internationaux? C'est sérieux, c'est drôle, c'est inquiétant? Non, alors d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis assez critique à l'égard... D'ailleurs, vous n'avez pas vu au moment de l'intronisation du président américain, on a vu d'autres leaders de droite, mais pas vous. Mais je suis assez critique à l'égard de nos commentateurs et politiques français qui, à chaque fois qu'une situation les dépasse, traitent leur interlocuteur de fou. Tout le monde est fou. Alors Poutine est fou, Trump est fou, voilà, comme ça évite de réfléchir, hein. On ne cherche pas à savoir où il veut en venir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où ils veulent en venir. Alors ni l'un, ni l'autre, à mon sens, n'est fou. Ils ont des objectifs. M. Trump, il a un objectif. Et il a une méthode qui, pour le coup, lui appartient, qui est une méthode brutale, qui est une méthode, en réalité, de négociateur économique. Et qui, dans le monde politique, contrevient plutôt à l'ordre établi. Donc, qu'est-ce qu'il cherche à faire, Donald Trump? Il cherche à améliorer sa balance commerciale. Il pense que depuis de trop nombreuses années, en réalité, il y a un certain nombre d'entreprises qui se servent de la technologie américaine, de l'image américaine, de la recherche américaine, pour aller faire fabriquer en Asie et payer des impôts dans un pays à bas niveau d'impôts. Et donc, il veut changer cela. Et pour changer cela, eh bien, il annonce des droits de douane extrêmement forts. Et puis, il dit, bon, bah, écoutez, voilà à quelle sauce vous allez être mangé. Maintenant, on se donne 3 mois pour négocier et il pousse les États à venir les uns après les autres pour opérer les négociations sur les droits. Là, il a battu en race campagne, pardonnez-moi. Là, il a annoncé devant les mouvements hiératiques des marchés financiers qu'il allait se donner 3 mois pour voir. En fait, à part sur la Chine où il impose des droits de douane, mais je crois de 145% maintenant ce soir. Sinon, pour le reste, il diminue même. Hein. Il avait dit 20, maintenant c'est 10. Oui, mais en réalité, je pense que pendant ce temps-là, il va mettre en place les négociations avec un certain nombre de pays. Ces 3 mois vont servir donc en réalité... Donc c'est une stratégie, vous dites. Il a une stratégie très fine que nous, on a du mal à comprendre. Moi, très fine, assez brutale, très fine, assez brutale. Mais par le passé, lors de son premier mandat, on disait déjà des choses comme celle-là, et pourtant il a réussi à obtenir en réalité ce qu'il avait annoncé. Car moi, ce qui me fascine, si vous voulez, c'est l'impréparation en fait de l'économie mondiale à la fin de la mondialisation dérégulée. La fin de cette mondialisation, moi je l'annonce depuis des années. Je dis, cette mondialisation, elle va se terminer. Ça va être le grand retour des nations. Et Donald Trump, avant d'être élu, avait annoncé la couleur. Il avait dit, on ne va pas continuer comme ça, ce sera différent. Et pourtant, eh bien, tout le monde a l'air sidéré, comme les lapins dans les phares d'une voiture, en disant, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on passe en l'espace de quelques heures ils vont voir ce qu'ils vont voir, on va leur casser les genoux, nous, l'Union européenne, on va casser les genoux des États-Unis sur le plan économique. 3 heures après, Mme von der Leyen arrive en disant, non, on va faire 0 droit de douane sur l'industrie. Enfin, tout ça, excusez-moi, mais s'il y en a un qui peut apparaître erratique, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réponse l'est aussi. Bon. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, depuis des années, je le dis d'ailleurs, il faut que nous nous mettions en capacité, non pas de répondre par la sanction, mais en réalité de renforcer notre économie.
Donc ça passe par préserver des prix de l'énergie très bas parce que c'est ce qui va nous rendre compétitifs. Ça passe par la relance de l'industrie de production qui s'est effondrée depuis déjà 2 décennies. Ça passe par la préférence nationale pour les marchés publics. Ça passe par un certain nombre de mesures économiques qui vont encore une fois renforcer notre économie pour pouvoir faire face à la nouvelle donne. Voilà, et la nouvelle donne, c'est que les nations défendent leurs intérêts. Là où on est un peu, même beaucoup handicapé dans ce débat avec Donald Trump, c'est que nous n'avons plus la maîtrise de notre politique commerciale et qu'en réalité, l'Union européenne négocie à notre place. C'est une compétence de Bruxelles. Mais c'est une catastrophe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Madame von der Leyen, quand elle dit on va supprimer totalement les droits de douane sur l'industrie, elle défend les intérêts allemands. Madame von der Leyen, comme d'habitude d'ailleurs, défend les intérêts allemands. Elle veut pouvoir continuer à vendre sans droit de douane des voitures allemandes aux États-Unis. Oui, mais on peut comprendre qu'un marché de 450 millions de consommateurs, c'est plus fort qu'un marché de 67 millions. Donc c'est l'opposition entre États-nations, Europe-nations et Europe fédérale. Mais en réalité, non. Parce que vous voyez bien que quelqu'un est sacrifié sur cet autel. Quand Madame von der Leyen négocie pour pouvoir continuer à vendre les voitures allemandes, la contrepartie, c'est quoi? C'est le sacrifice de l'agriculture française. On protège l'industrie, parce que l'industrie est allemande, et en revanche, sur tout le reste, vous pouvez mettre tous les droits de douane que vous voulez. Mais c'est exactement le même phénomène, d'ailleurs, qu'il y a eu avec les traités de libre-échange. C'est-à-dire qu'on faisait des traités de libre-échange pour pouvoir vendre les voitures allemandes dans les pays avec lesquels on signait l'accord de libre-échange, mais en revanche, la contrepartie, c'est que ces pays, qui sont souvent des pays fortement agricoles, pouvaient déverser leurs produits dans l'Union européenne au détriment. Qui a été signée en Amérique du Sud toute seule comme une grande. Si Exactement. Je me souviens bien. Oui, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, au détriment de l'agriculture française. Donc, on peut avoir des intérêts qui sont divergents au sein de l'Union européenne et que chaque nation puisse quand même, à un moment donné, défendre ce que je considère comme étant les domaines stratégiques. Ça existe déjà pour la défense. La défense, par exemple, n'est pas dans le marché unique. On est d'accord avec ça, pas soumis aux règles de concurrence. Pourquoi est-ce que dans l'Union européenne, les pays ne pourraient pas déterminer 2 ou 3 secteurs qui sont pour eux des secteurs économiquement stratégiques? Les États-Unis sur la sécurité intérieure, par exemple, en taxant l'aluminium ou Exactement. Et en vertu de cette règle, eh bien, chaque pays pourrait dire, écoutez, nous, comme secteur, nous, on considère que le secteur stratégique, c'est l'agriculture. On avait demandé ça, nous, depuis des années, en appelant ça l'exception agriculturelle. Bon, par exemple, l'agriculture, par exemple, le secteur de la chimie. Voilà. Et chaque pays pourrait ainsi faire sortir ce secteur-là du marché pour pouvoir en défendre les intérêts. Alors vous le disiez, les Européens, face à cette offensive massive de Donald Trump sur les droits de douane, avancent en ordre dispersé, mais force est de constater que les nationalistes européens aussi, Madame Meloni, la présidente du Conseil italien, va négocier à Washington la semaine prochaine, et au sein du groupe des Patriotes, l'un de vos proches me confiait cette semaine que finalement, le RN est seul à être sur ces positions extrêmement protectionnistes. On voit que les Italiens... Mais quelle position? Sur celle que vous évoquez, sur le fait qu'il faille protéger notre industrie, protéger notre agriculture avec des... J'ai dû très certainement mal me faire comprendre. Les souverainistes ont une règle, c'est qu'ils sont d'accord pour ne pas être d'accord. C'est le principe même du souverainisme, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous décidez pour vous-même. Et que ce qui est bon pour la France peut ne pas être bon pour l'Italie. Et ce qui est bon pour l'Italie peut ne pas être bon pour la Hongrie. En réalité, chaque pays doit pouvoir défendre encore une fois ses intérêts. C'est le principe même, en réalité, du souverainisme. Donc les patriotes au Parlement européen sont sur des positions, vous le dites vous-même, extrêmement Mais M. Revedin, que l'Italie, qui a une industrie beaucoup plus forte que la nôtre, hélas, voit un intérêt à une négociation. Mais quelle négociation l'Italie va-t-elle pouvoir mener? Puisqu'en réalité, ce n'est pas elle qui a la maîtrise des règles commerciales, c'est l'Union européenne. Mais ça ne me choquerait pas si c'était le cas. Si on avait la maîtrise des règles commerciales, que la France aille défendre ses intérêts, que l'Italie aille défendre ses intérêts, tout ça me paraît, dans mon monde à moi, parfaitement normal. Et je n'y vois aucune contradiction. Vous assumez parfaitement le terme de protectionnisme. Mais
Mais enfin, c'est quoi le protectionnisme? C'est considérer que, par exemple, dans les marchés publics, on devrait donner une priorité aux entreprises françaises. C'est ça le protectionnisme? D'ailleurs, il y a un protectionnisme américain en réalité qui protège ces industries. Mais bien sûr, mais il y a un protectionnisme tout. Il y a un protectionnisme chinois aussi. Réindustrialisation, mais c'est vrai qu'on a un taux de pourcentage d'industrie pour notre PIB qui est au même niveau que la Grèce. Enfin, c'est-à-dire qu'on est quand même. Alors, il y a une question qui m'a marqué, enfin, une analyse qui m'a marqué, c'est en fait le président de la République française et Donald Trump ont fait le même constat, mais ils n'en ont pas tiré les mêmes conclusions. Le constat, c'est que la mondialisation heureuse, c'était un leurre. En fait, Trump a dit ça nous a supprimé 90 000 entreprises. Donc voilà pourquoi je mets en place ce que je mets en place. Bon, vous dites, il n'est pas fou, il y a une stratégie à ça. Emmanuel Macron a fait le même raisonnement, mais nous, du fait que cette compétence soit une compétence unique commerciale de Bruxelles, en fait, est-ce que c'est pas ça qui nous empêche, en réalité, alors on est un petit pays maintenant, même si on a une grande histoire, mais est-ce que c'est pas ça qui nous empêche par rapport à la puissance américaine d'avoir une politique nationale? Non, mais d'abord, Donald Trump et Emmanuel Macron, ils ne parlent pas la même langue. Voilà. Ils ne parlent pas la même langue. C'est-à-dire que l'un est en réalité un mondialiste convaincu, c'est Emmanuel Macron. Il ne rêve qu'accord de libre-échange. Il est encore dans cette sorte de fantasme de la mondialisation. L'autre veut défendre les intérêts des États-Unis. Bon. Nous ne pouvons plus défendre les intérêts de la France puisque c'est l'Union européenne, encore une fois, qui a la compétence pour opérer ces négociations commerciales. Donc Emmanuel Macron, il fait juste semblant. Il ne veut pas que ça se voie, que l'on n'est pas capable aujourd'hui de défendre les intérêts français. Mais il y a quand même des choses qu'on est capable de faire et qu'il ne fait pas. Retrouver un prix de l'électricité fondé sur les coûts de production français, ça, il peut le faire. Il ne le fait pas. Et pourtant, c'est le rêve de toutes les entreprises et c'est le rêve de tous les particuliers. Vous êtes toujours pour abaisser la TVA sur l'énergie et les carburants? Oui, non, mais je suis surtout pour retrouver un prix de l'électricité qui soit un prix fondé sur notre production nationale et qui, évidemment, permettrait d'avoir ce qui a fait, d'ailleurs, notre industrialisation, c'est-à-dire un prix abondant, abordable. Ça, c'est fondamental. Au moment de la guerre en Ukraine, M. Revel, si on avait eu un prix français de l'électricité, en réalité, on se serait réindustrialisé sans rien faire. Parce que non seulement nos entreprises qui seraient parties avant seraient revenues, mais de surcroît, des entreprises européennes seraient venues s'installer en France parce que le prix de l'électricité français, du fait de l'investissement du nôtre, de nos parents, de nos grands-parents, nous ont donné un avantage compétitif au travers de ce prix de l'électricité. Avantage compétitif, est-ce que les 35 heures sont un boulet pour l'économie française? Les 35 heures n'ont pas avantagé la compétitivité française, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais d'ailleurs, moi, je me suis prononcé pour que, par accord de branche, on puisse revenir sur ces 35 heures. J'ai juste dit une chose. J'ai dit 30, on peut revenir à 37, voire à 39, mais payer 39. Parce que le problème, c'est que ces 35 heures qui ont été une forme de cadeau empoisonné pour les salariés, à partir du moment où les salariés ont eu les 35 heures, eh bien, ils n'ont quasiment plus jamais vu d'augmentation de leur salaire. Parce que les chefs d'entreprise disaient, écoute, déjà, tu bossais 39, tu bosses 35, tu ne vas pas en plus venir me demander une augmentation de ton salaire. Donc ça a écrasé, en réalité, contribué à écraser les salaires. Donc si, par branche, il y a des accords entre syndicats pour remettre en place les 39 heures, pourquoi pas? Mais il faudra les payer 39. Sur les retraites, Madame Le Pen, le conclave installé par François Bayrou pour favoriser une discussion entre partenaires sociaux s'achève à la fin du mois de mai. Si d'aventure, il ne remettait pas en cause les 62 ans, et ça semble être le cas si j'en crois les déclarations du Premier ministre, quelle serait votre position? Est-ce que vous considériez que là encore, c'est un motif pour une motion de censure? Donc en réalité, il organise un conclave et au bout de 3 jours, il dit j'ai déjà pris ma décision. Vous avez entendu comme moi cette déclaration. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu une manière de se moquer du monde, quoi? C'est ça la vraie question qu'on peut se poser. Ce que disait le syndicat, il a changé le cadre de la discussion. C'est votre point de vue. Très franchement, organiser une grande conférence syndicale sur le sujet pour expliquer au bout de 3 jours qu'il a déjà pris sa décision, ça ne va pas. Bon, mais il faut dire que la situation financière du pays est catastrophique de leur fait.
C'est eux qui étaient au pouvoir depuis, c'est eux qui sont au pouvoir depuis 7 ans. En 7 ans, Emmanuel Macron a fait plus de 1000 milliards d'euros de dettes. Postérieurement à cela, il a fallu 55 ans pour faire 1000 milliards d'euros de dettes. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même de cette situation? Donc, moi, je trouve ça injuste. Est-ce que j'en ferai... Je ne sais pas ce qui ressortira d'ailleurs de ce conclave. Moi, j'ai proposé une réforme. Cette réforme, je la trouve juste. Je pense qu'elle est soutenable et elle consiste à faire en sorte que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent partir au bout de 40 annuités et 60 ans et que progressivement, au fur et à mesure où vous rentrez tardivement sur le marché du travail, vous arriviez jusqu'à 42 ans d'annuité et 62 ans d'âge légal. Ben, je trouve ça correct. Moi j'ai commencé à travailler à 24 ans. Ben, dans ces conditions, je pars avec une retraite pleine à 66. Est-ce que ça choque quelqu'un? Ça choque personne, parce que les professions intellectuelles qui rentrent tardivement sur le marché du travail, par définition, sont quand même moins difficiles que les professions qui sont des professions manuelles et où les gens, en général, rentrent beaucoup plus tôt sur le marché du travail. Mais c'est un motif de motion de censure ou pas en juin prochain? Non, ce n'est pas un motif de motion de censure. Si ça touche aux intérêts des Français, si ça touche aux intérêts des Français. Oui, mais je veux dire, vous disiez tout à l'heure, c'est ça qui vous motive. Non, mais dans 2 ans, si on gagne, on remet ça en cause. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est une évidence. Vous remettez l'âge de départ à la retraite en cause. Bah oui, je mettrai en place la réforme que j'ai proposée. Parce que je crois qu'elle est bonne, parce qu'elle ne répond pas d'ailleurs qu'à une histoire comptable. Moi, ce qui me tue dans notre pays, c'est qu'on a des comptables, et des mauvais en plus, qui sont à la tête de l'État. Il n'y a pas qu'une vision comptable, il y a une impulsion politique. Vous disiez pourquoi que la situation financière est catastrophique. Oui, parce que ce sont des mauvais comptables en plus de tout. Mais la politique, c'est de la dynamique. La politique, c'est un film, c'est pas une photographie, on est d'accord. Donc, il faut inciter. Pourquoi la réforme de retraite que j'ai proposée? Parce qu'on a un taux d'activité des jeunes qui est catastrophique dans notre pays. Il faut donc augmenter le taux d'activité. Et des seniors aussi dans l'entreprise. Oui, mais il faut augmenter le taux d'activité des jeunes. Et pour augmenter le taux d'activité des jeunes, il faut que les jeunes aient aussi un intérêt à entrer tôt sur le marché du travail. Et donc ça en fait partie. Ça fait partie des incitations que nous avons proposées pour pousser les jeunes plutôt que parfois se perdre un peu en déshérence et terminer avec un bac+5 vendeur chez McDo, de pouvoir entrer dans une filière qui est une filière d'excellence, mais qui permette aussi d'avoir un certain nombre d'avantages. Marine Le Pen, vous parliez de la situation financière catastrophique de la France, 3 300 milliards de dettes, un déficit budgétaire de 180 milliards. Un déficit commercial de 80 milliards, bon, il n'y a pas grand-chose qui va bien économiquement dans ce pays, mais vous parliez aussi de courage politique, en reprochant à vos adversaires politiques de ne pas en avoir. Alors, si vous arrivez au pouvoir, quel type de réforme économique vous faites pour éviter que cette situation empire? Vous supprimez des fonctionnaires, vous coupez dans les dépenses sociales, vous vous attaquez aux agences de l'État. Quels sont vos gisements d'économie? Est-ce qu'on est d'accord quand même? Est-ce qu'on peut quand même se dire qu'il y a un consensus sur le fait qu'il y a des gabegies dans notre pays qui sont folles et particulièrement insupportables au moment où les finances publiques se dégradent comme elles se dégradent? Alors, il y a un éléphant dans le couloir, c'est l'énergie dont je vous ai parlé. Pourquoi? Parce que c'est un levier extrêmement fort de réindustrialisation. Or, moi, je pense qu'on ne peut s'en sortir que si on industrialise, parce qu'on n'est même plus au niveau de la réindustrialisation, si on industrialise le pays de manière massive. Parce que c'est aussi ça qui fera augmenter, par ailleurs, les salaires. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième éléphant, l'immigration. Enfin, je veux dire, on dépense des sommes absolument colossales pour prendre en charge une immigration qui n'est pas une immigration de travail, d'abord parce qu'il n'y en a pas de travail, et parce que 40% des étrangers qui sont en France sont au chômage. Certains secteurs du patronat français disent qu'il manque de main-d'œuvre et qu'il leur faut peut-être une immigration qualifiée, mais qu'il leur faut une immigration dans certains métiers en tension. J'entends. Ça fait 50 ans que ça dure. Ça fait 50 ans que les chefs d'entreprise, certains d'ailleurs, nous défendent le même discours. 50 ans.
50 ans qu'on a ouvert l'immigration, qu'on l'a aggravée chaque année, et 50 ans qu'ils arrivent quand même tous les ans à venir nous dire « Ah, mais il y a encore des pénuries. » Il y a encore des... Oui, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes secteurs. La restauration, toujours le BTP. les mêmes secteurs. Il y a encore des pénuries. Il faut donc encore plus d'immigration. Mais ça dure jusqu'à quand, ça, en fait, cette plaisanterie? Ils disent pas il faut encore plus d'immigration. Ils disent qu'il faut juste régulariser dans certains secteurs. Et puis, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui qui disent « Mais non, en réalité, il faut augmenter les salaires. » Voilà. C'est le seul moyen pour attirer dans des secteurs qui sont des secteurs un peu difficiles, c'est de réfléchir, c'est de trouver des moyens de travail qui soient un peu différents, peut-être des contrats un peu différents, et en tout cas, il faut que les salaires augmentent. Mais il faut aussi tenir compte de l'environnement de ces salariés. Moi, dans le tourisme et la restauration, l'été, là, vous allez et on vous dit « Ah, on n'arrive pas à trouver de serveurs dans les restaurants de bord de mer. » Ok. Bon, on dit « Mais pourtant, ils sont bien payés. Ils sont payés, je sais pas, 1300 ou 1400 euros. » Parce que bien payés, parfois, pour certains patrons, c'est pas beaucoup, hein, quand même. Mais ils se logent où? Est-ce qu'on les loge, en fait, au mois de juillet et au mois d'août? Parce que s'ils payent 80% de ce qu'ils gagnent pour payer leur chambre d'hôtel ou leur logement, ça ne tient pas. Bon, donc il faut réfléchir à tout ça. Tout ça, c'est une politique globale qu'il faut réfléchir en termes d'aménagement du territoire, de logement, parce que tout va mal, en fait. Il n'y a pas un secteur qui tient debout. Mais moi, je crois que les entreprises françaises ont des très grandes capacités. Elles ont des capacités de rebond incroyables. Mais il faut les dire qu'honnêtement, on charge la barque et qu'on leur demande quasiment l'impossible. C'est-à-dire courir le 100 mètres avec un foulard sur les yeux, les mains attachées dans le dos et deux boulets aux pieds. Bon, c'est sûr que c'est plus compliqué pour les autres. On considère que certaines catégories sur le plan politique électoral font obstacle à la conquête du pouvoir par le RN. On a souvent parlé des retraités, des salariés du public, même si effectivement vous progressez dans ce segment-là. Et aussi, on a beaucoup parlé des milieux économiques. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, votre programme économique, tel que vous détaillez en partie, est de nature à séduire le patronat? Moi, je pense que d'abord, le patronat... Très divers. Oui, voilà. Non, mais je pense que les chefs d'entreprise, en réalité, connaissent mal le programme du Rassemblement national. Et nous multiplions les rendez-vous avec eux, précisément parce que nous souhaitons être jugés sur la réalité de notre programme et pas sur la caricature qui leur parvient parfois. Et je peux vous dire que lors de ces rencontres, je pense qu'un grand nombre s'aperçoivent qu'en réalité, le projet qui est le nôtre est un projet parfaitement cohérent, tout à fait raisonnable et qui tient compte justement des besoins des entreprises pour se développer. Je veux dire, quand on lutte au niveau européen contre le délire des normes issues notamment du pacte vert, quand on plaide pour le prix français de l'électricité, mais rien qu'avec cela, les entreprises sont capables de rebondir. Parce qu'en fait, c'est ça, les boulets aux pieds, les mains dans le dos, c'est tout ça. C'est la folie normative. Est-ce qu'on a encore les moyens de financer le système social qui est le nôtre, qui est hérité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Il y a de la fraude sociale qui touche aussi bien, d'ailleurs, des gens qui n'ont rien à faire dans ce pays que des chefs d'entreprise aussi. Hein. La fraude sociale, elle est globale. Voilà. Est-ce que dans le programme économique du RN, vous dites que vous le partagez, et l'hémicycle, c'est la revue des décideurs politiques et économiques, donc vous partagez cette idée. Est-ce que on vous fait pas remarquer, alors peut-être de manière caricaturale, que votre programme, il est moins libéral qu'il a été économiquement à l'époque du FN, et qu'aujourd'hui, il est plus proche, allez, je vais être un peu caricatural à mon tour, il est plus proche du programme économique d'une gauche qui voulait produire français dans les années 80 que d'un libéralisme économique bien senti. Oui, voilà. Est-ce que les chefs d'entreprise vous le disent, ça? Non. Monsieur Revel, vous parlez des années 80. C'était quoi le danger dans les années 80? C'était le socialo-communisme. Par conséquent, faire le choix d'être libéral face au socialo-communisme était un bon choix. Aujourd'hui, le danger, c'est ce qu'on a appelé l'ultralibéralisme, c'est-à-dire en réalité un libéralisme sans normes, sans considération nationale, sans considération de l'intérêt national et surtout sans frontières. Et on voit ce que ça a donné, on voit ce que ça donne. On ne peut pas dire que nos pays
ont bénéficié de cette politique mondialiste ultralibérale, pardon, mais ça a bénéficié à d'autres parties du monde certainement, mais on ne peut pas dire que l'Europe a bénéficié de ce choix qui est un choix politique. Donc qu'aujourd'hui on veuille réguler, redonner des régulations, c'est absolument normal, mais régulation ne veut pas dire excès de normes. Parce que vous parliez de la fraude contre laquelle il faut lutter de la manière la plus ferme qui soit, mais il n'y a pas que la fraude sociale. La fraude aux importations alimentaires, c'est une fraude qui est massive, qui est une concurrence déloyale absolue, non seulement pour nos agriculteurs, mais aussi pour nos commerçants. La fraude aux importations de produits qui ne respectent pas les mêmes normes que nous et qui pourtant sont estampillés comme les respectant. Vous ne croyez pas que c'est une concurrence déloyale pour nos industriels? Donc il y a là une vraie réflexion à avoir qui permette de défendre l'excellence française, qui permettent de défendre l'effort que font nos entreprises. Et moi, je suis assez optimiste pour l'avenir de la France, pour autant qu'on regarde la réalité en face et qu'on mette en place une politique digne de ce nom. Marine Le Pen, dernière question avant qu'on termine ce club l'hémicycle. Vous avez bon espoir pour la suite des événements vous concernant? Vous donnez l'apparence d'avoir de l'énergie, d'y croire jusqu'au bout, mais est-ce que dans votre fort intérieur, il n'y a pas une petite lumière de doute qui vous dit « mais et si je n'étais pas candidate à la présidentielle ?» alors que, oui, on vous donne 35-37% au premier tour. Mais, monsieur Revel, on ne transmet que la foi que l'on a. J'ai eu un avantage, c'est que quand je n'aime pas quelque chose, ça se voit sur mon visage. Quand je ne crois pas quelque chose, ça se voit sur mon visage. Quand je crois à quelque chose, ça se voit sur mon visage. Si vous voyez sur mon visage de l'optimisme, c'est que je suis optimiste, bien entendu. En tout cas, je mènerai le combat jusqu'au bout, parce que la peur n'écarte pas le danger, et je ne vais pas vivre pendant 1 an dans la peur ou dans l'angoisse ou dans je ne sais quoi. Je mène le combat, je le gagnerai ou je le perdrai. Et à ce moment-là, eh bien, on sera amené à prendre un certain nombre de décisions. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci David Revaux-Dallon. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct. Beaucoup de commentaires déjà, j'ai vu, enfin, on me le dit sur les réseaux sociaux concernant l'interview de Marine Le Pen à l'hémicycle. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous en gros dans 1 mois avec une nouvelle personnalité politique ou économique pour le club l'hémicycle. Bonne soirée.